Lester Crook est un de ces auteurs qu'on suit avec attention parce qu'il nous apporte d'article en article une suite logique dans ses réflexions comme de nombreux autres, Pepe Escobar, Dugin, etc. Ça nous permet nous aussi d'évoluer avec eux. Et c'est toujours extrêmement intéressant. Lui aussi, donc, il a fait une comparaison avec l'ancien temps, et ça c'est intéressant. Juste avant, on a vu une comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, et lui en fait une avec la Première. Mais il y apporte quelques bémols qui sont très intéressants à noter aussi. Rien que sur l'introduction, alors que l'Occident pense que la crise ukrainienne se transforme en quelque chose de similaire à la guerre froide, les circonstances historiques et matérielles disent le contraire. Le monde est à la veille d'un événement de l'ampleur de la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs justement cette guerre froide qui a amené la situation actuelle quand même. À l'époque déjà, il y avait le sentiment que deux alliances lourdement armées étaient sur la trajectoire d'une collision potentielle. Et déjà à l'époque, on avait l'impression que le statu quo pouvait continuer. Notamment, il se disait que la guerre était impossible puisque le commerce mondial dépendait des flux des capitaux et qu'ils étaient trop étroitement intriqués les uns avec les autres et c'était donc pas rationnel de rentrer dans une guerre. On avait d'une part la Grande-Bretagne qui précédemment cherchait à s'emparer de l'Afrique et en même temps il y avait l'Allemagne qui commençait à se considérer comme un empire et dont toutes les fautes pouvaient permettre à la Grande-Bretagne de lui passer dessus évidemment. Et de la même manière, l'Ukraine est considérée aujourd'hui comme, par Moscou comme la charnière d'une architecture mondiale différente. Et Washington y voit un bourbier ukrainien dans lequel, par heureux hasard, il pourrait en profiter pour écraser les aspirations russes. Et il considère comme un point de pivot le moment où on arrive à une victoire russe qui pourrait être considérée comme un moment Sarajevo. Et dans son expression, il dit « Nous sommes pris dans l'interrègne de l'illusion car les dirigeants européens complaisants ont parié que Biden allait sûrement gagner et que la normalité serait restaurée. Nous avons les sauveurs de la normalité. » Ah, ils sont beaux. La stratégie de l'Allemagne à l'époque était de démanteler les lignes d'approvisionnement mondiales pour préserver les siennes. Enfin non, c'était la stratégie de la Grande-Bretagne. Et en faisant ça à l'Allemagne, du coup, ça a eu pour effet secondaire de canaliser les ambitions allemandes. Et nous savons que toute cette concaténation d'événements s'est terminée par deux guerres mondiales et une dévastation économique. Alors comment expliquer le deuxième épisode contemporain de somnolence et d'insouciance politique de l'Europe en 100 ans? À ceci, il faut ajouter un nouvel outil, quoique Glaziev l'ait décrit comme très ancien, mais ici c'est un nouvel outil des États-Unis qui consiste à ce qu'il appelle inverser la thèse de Antonio Gramsci. Alors à la base, Antonio Gramsci il dit que la culture est le lieu de l'action révolutionnaire contre une élite, et donc eux ils ont renversé cette façon de procéder, cette procédure en fait, pour faire que les plateformes sociales et les médias européens et américains se débarrassent de leurs rivaux non occidentaux afin de neutraliser la possibilité de résistance politique par la domination de la sphère culturelle. Donc la diabolisation de la Russie, de la Chine, par des algorithmes à grande échelle sur les plateformes et les médias. Enfin, il dit sur les grandes plateformes, etc. Donc ce qu'il souhaite évidemment, c'est que la guerre se retourne contre la Russie et la Chine au nom de la promotion des valeurs libérales universelles. Et c'est vrai que on est en plein de contradictions. Enfin, c'est ça qui est troublant aujourd'hui. Il explique. Au départ, le but était de faire s'effondrer l'économie russe afin de contenir la Chine et de soumettre l'Europe à la vassalité technologique, ça c'est sûr. Mais c'est l'inverse qui se produit. Et non seulement la Russie n'est pas tombée, mais l'économie européenne, elle va se péter la gueule, ça c'est sûr. Ce qui évidemment va justifier un renforcement des actions militaires, notamment ils ont encerclé la Russie en s'attaquant à ces pays limitrophes, Moldavie, au Kazakhstan et le Pakistan aussi, il en parle. Il y a eu beaucoup de choses à dire sur le Pakistan, c'est un pays fait de plusieurs bourgades qui sont d'obédience distincte, différentes et opposées, séparées par un grand désert. C'est très compliqué le Pakistan. Entre parenthèses, Biden ferme les yeux sur la tentative de la Pologne d'annexer en douceur ses anciennes revendications territoriales.
Et dans le même temps, ben, la société allemande se militarise à grands pas. Et là intervient un moment clé extrêmement intéressant, c'est euh, celui où ce qui fonde l'action américaine est basé sur la connaissance, en tout cas la propagande sur l'histoire, et justement, alors dans sa déclaration conjointe russo-chinoise en septembre 2020, un vecteur clé portait sur la vérité historique concernant la Seconde Guerre mondiale. Car justement, au fait, on ne nous a pas dit, mais c'était pas ça la réalité. En termes simples, les deux États affirment que dans le cadre d'une campagne occidentale apparemment inoffensive, les faits historiques sont systématiquement falsifiés, comme surtout en Pologne et dans les pays baltes, souvent avec l'encouragement subtil des États-Unis. Le récit se métamorphose pour présenter la Seconde Guerre mondiale comme celle où la famille européenne s'est réunie pour combattre la Russie. Alors, vous voyez, c'est compliqué parce que la résurgence du passé, c'est aussi la résurgence d'un passé qui n'est pas forcément reconnu historiquement. Et donc, c'est peut-être le fait même de ne pas avoir su reconnaître la vérité historique qui fait que la vérité systémique se réitère. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Et mine de rien, après, il faudra voir ce qui va se dérouler avec la suite des événements. Après que la Russie ait gagné et que les Américains aient objectivement perdu. Pour l'instant, il explique ici qu'ils essayent de pas trop avoir l'impression d'avoir perdu parce qu'il y a des élections de mi-mandat en novembre aux États-Unis. Mais bon, ça, nous, on s'en moque. Moi, ce que je vois venir, c'est plutôt que les Occidentaux et les Américains, ils peuvent toujours se servir de n'importe quelle situation en termes général à leur profit. Donc, de toute manière, quelle que soit la suite des événements, ils trouvent toujours un moyen de leur retourner à leur avantage. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est pour ça qu'ils sont pas prévisibles dans leurs actions. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait au début de n'importe quelle grande guerre, parce que face à eux, quand même, ils ont des gens qui sont rationnels et qui tiennent à défendre leurs intérêts. Et finalement, effectivement, on se retrouve dans la situation qui était connue avant la Première Guerre mondiale, avec cette fameuse tendance à ignorer la réalité. Bilderberg vise la Chine de Pepe Escobar. Voilà une bonne occasion de rigoler. Donc là, en fait, il nous fait un compte rendu de ce qui s'est passé à Bilderberg en tant que bon journaliste. Ici, non, pas de théorie du complot, pas de cabale secrète, non, s'il vous plaît, quand même, on est entre gens sérieux. Il s'agit simplement d'un groupe diversifié de dirigeants politiques et d'experts, dociles d'ailleurs, qui discutent et rient et boivent du champagne. Je vais trop rire. Et pourtant, ils ont fait leur réunion à Washington DC, ce qui quand même... comme il le dit, en dit plus long que l'ensemble de la bibliothèque d'Alexandrie réduite en cendres. Ils avaient la trouille. Ils se retrouvent là pour discuter des innombrables ramifications qui convient bien à la capitale de l'empire du mensonge, bien plus qu'à Davos il y a quelques semaines, où un certain Kissinger les a mis en ébullition en avançant la nécessité d'un compromis toxique appelé diplomatie. C'est ça. La diplomatie, pour eux, c'est un compromis toxique dans leur état d'esprit. Non, mais c'est une très très bonne description, c'est ça. La liste des participants du Bilderberg était, alors t'as James Baker, José Manuel Barroso, très méchant lui, et différents noms. T'as Henry Kissinger, Charles Michel, j'ai une station de métro qui s'appelle comme ça aussi, David Petraeus, dans les noms qu'on connaît, Jack Sullivan, lui on le connaît très bien, il est très méchant. On se dirait pas comme ça, mais... etc. Les affiliations idéologiques et géopolitiques de ces membres de groupes diversifiés n'ont pas besoin d'être précisées. Ouais, parce que c'est pas très diversifié en fait. Ça devient plus sexy quand on voit ce dont ils vont discuter. Ouais, d'accord. Et les discussions, c'est alors le réalignement de l'Indo-Pacifique, la continuité du gouvernement et de l'économie. Entre parenthèses, les conspirationnistes, continuité en cas de guerre. Est-ce qu'on continue avec ça ou pas? La perturbation du système financier mondial, nanana. En fait, à chaque fois, ils te donnent une version conspirationniste du truc.
La santé post-pandémique en mode conspirationniste, ça donne comment organiser la prochaine pandémie. Ah oui, c'était ça en fait. Donc le réalignement de l'Indo-Pacifique, la continuité du gouvernement et de l'économie, le conspirationniste, lui, traduit ça par continuité de la guerre en cas de guerre nucléaire. Ouais, bon, il n'y en aura pas de façon de continuité, forcément. Bref, Bilderberg suit le chemin des règles de Chatham House. Là, tu vas voir, si tu sais pas, Chatham House, tu sais que c'est pas le seul à en parler. Invoque la réunion, machin. Monroe pleure sa doctrine. Amérique latine au groupe de réflexion Chatham House basé à Londres. Bilderberg suit les règles de Chatham House, ça c'est lui, on l'a déjà vu. L'agenda de la réunion Bilderberg est fier d'appliquer les... Il y a d'autres personnes qui le disent aussi, hein, c'est marrant. Ça c'était en anglais. Accusation de viol selon la mode Chatham House. Ok. Impérialisme à l'État. Toi, quand c'est comme ça, d'ailleurs je l'ai pas, hein, mais quand c'est comme ça, j'ai un bouton qui consiste à... Je le mettrai là après. À en faire une référence, enfin une recherche, comment ça s'appelle? Une recherche enregistrée. Donc, comme Bilderberg suit les règles de Chatham House, les simples mortels n'auront pas la moindre idée de ce qu'ils ont réellement proposé ou approuvé, et aucun des participants ne sera autorisé à en parler à qui que ce soit. Et pour voir l'ampleur de la conspiration, l'une des meilleures sources new-yorkaises, qui a accès direct au maître de l'univers, aime à dire que Davos et Bilderberg sont que des messagers. Ceux qui dirigent vraiment le spectacle ne prennent même pas part, ne prennent même pas la peine de s'y rendre, retranchés dans leurs réunions ultra privées, dans les clubs ultra privés, où les vraies décisions sont prises. Mais bon, néanmoins, quiconque suit de près l'état pourri de l'ordre international fondé sur les règles aura une assez bonne idée des discussions de Bilderberg. C'est même pas dur à deviner. Le mode conspirationniste, il te donnera une bonne idée. Et donc là, on arrive à un truc qu'on avait déjà vu sur Little Blinken, acolyte de Sullivan, ou peut-être juste esclave, en tout cas N-3 par rapport à lui, qui affirme donc que la Chine soutient la Russie. Alors tout de suite, ça, donc, il y a un donc, ça veut dire que c'est l'ennemi. Donc laisse entendre, j'aime bien parce qu'il comprend la même chose. Il suffit qu'il dise la phrase « La Chine soutient la Russie » et tout de suite on a la sous-jacence automatique qui dit que Pékin veut déstabiliser l'Asie-Pacifique, ce qui évidemment est une absurdité. Alors on peut dire de cette absurdité que c'est juste une supposition de ce qu'on a cru entendre, mais les Américains ils n'ont même pas de langage explicite des choses, ils peuvent que parler de façon en mode orienté objet comme on a vu avant. Ils donnent que des mots dont la signification est principalement une construction psychologique dans leur tête à eux. Ils s'attendent en particulier à ce que leurs interlocuteurs aient la même construction psychologique pour entendre les mêmes choses. Donc ils ont une communication qui est très, très privée et très, très secrète. Mais bon, comme il dit aussi, c'est facile à deviner quand même. Donc Davos, avec son nouveau mantra du grand récit, a complètement exclu, cancel la Russie. Et l'objectif de Bilderberg est d'endiguer la Chine. Mais bon, plutôt que d'avoir, comme il dit, plutôt que d'avoir des informations, d'attendre des informations sur Bilderberg, qui de toute façon ne viendront pas, concrètement, il préfère s'intéresser à ce que disent les Chinois, qui eux se basent sur les faits, et de savoir ce qu'ils pensent du nouveau racket de l'Occident collectif. Eux, ils sont intéressés par le zéro Covid, ils sont intéressés par le... En tout cas, ils ne sont pas intéressés par une version asiatique de l'OTAN, puisque de toute façon la Chine continuera à croître à un rythme élevé et à s'ouvrir aux pays de l'ANAC. Donc tout ça, ça donne, ils ont un cadre économique indo-pacifique constitué principalement par le partenariat économique global régional, le RCEP, qu'on voit très souvent. Et eux, ils estiment que cette guerre est surtout idéologique et technologique. Et lancée contre la Chine. Ils craignent pas spécialement une guerre parce que de toute façon pour eux ils ont vu que les Américains n'avaient pas les moyens, ils n'ont pas fait les progrès substantiels pour renforcer leur chaîne d'approvisionnement en se concentrant sur les 4 domaines clés
parmi lesquels les semi-conducteurs. Donc de toute façon, ils voient bien que les Américains n'ont pas les moyens de leurs prétentions. Ce qui les intéresse, c'est surtout de euh, sécuriser la nouvelle route de la soie, l'initiative Ceinture et Route Brie. Mais surtout, ils remarquent alors que le système financier mondial et le dollar américain ont été transformés en outils géopolitiques et le comportement néfaste des États-Unis en matière de gel des réserves de change, et c'est là qu'on arrive au principal de la question, a non seulement porté gravement atteinte à la crédibilité internationale des États-Unis, mais également ébranlé les fondements du crédit du système financier international dominant en Occident. En gros, ils ont perdu toute crédibilité avec leur crédit. Et c'est là qu'on en arrive aux questions qui chauffent. Si jamais il y a un conflit avec la Chine, il faudra se rappeler qu'il y a une énorme quantité d'actifs et de passifs financiers de la Chine qui sont à l'extérieur et qui devront donc être automatiquement réduits donc pour rapatrier ces actifs. Et ça rigole pas, parce que la question c'est celle de se débarrasser des bons du trésor américains. Oh, pardon. Qui sont en quantité faramineuse, mais vraiment énorme, et en gros ils tiennent littéralement les États-Unis par les coudes. Et dans ce cas-là, ils devront se rabattre sur les importations des matières premières venant de leurs partenaires russes, et donc c'est d'où l'importance de ces partenariats. Alors que pendant ce temps-là, Bilderberg ils discutent de comment faire leur grande réinitialisation grâce aux raquettes du FMI. Mais ce qui est sûr, et c'est là que c'est ce qui nous amuse le plus, c'est qu'ils commencent littéralement à paniquer devant l'émergence lente mais sûre d'un système monétaire financier alternatif basé sur les ressources, donc non inflationniste. Exactement ce que l'Union économique eurasiatique est en train de considérer et de concevoir avec la contribution de la Chine. Et on sait que d'ici la fin de l'année, ils auront déjà fait un grand pas. Donc l'idée, c'est imaginer un système contre Bilderberg ou anti-Bilderberg avec l'ensemble des pays du Sud capables d'émettre leur propre monnaie adossée aux matières premières et de se débarrasser de leur statut de otage du FMI. Et donc devant ça, évidemment, il explique qu'il n'est pas étonnant que les messagers de Davos et de Bilderberg, lorsqu'ils regardent le grand échiquier, soient remplis d'effroi. Leur ère de déjeuner gratuit perpétuel est terminée. Ce qui ravivait les cyniques, les sceptiques, les néo-platoniciens, les taoïstes, ce ne sont que les hommes et les femmes de Davos-Bilderberg qui sont en fait enfermés dans le Zugzwang. Tiens, on va faire une recherche, c'est quoi le Zugzwang? Ah d'accord, c'est au jeu d'échecs quand tu es obligé de jouer, d'accord. Bien habillé mais n'ayant nulle part où aller. Même Jamie Dimon et de JP Morgan, qui n'a même pas pris la peine d'aller à Bilderberg, a peur en affirmant qu'un ouragan économique se prépare. Et renverser l'échiquier n'est pas un remède. Au mieux, cela pourrait amener à une visite en grande pompe et en smoking de Mr. Sarmat et de Mr. Zircon apportant du champagne hypersonique. Il utilise tout le temps cette blague à la fin de ses articles. La carte de visite de Monsieur Sarmat, etc. Sarmat, c'est la bombe qui laisse un cratère de 1 km de large. Et qui arrive à une vitesse telle qu'on ne la voit même pas venir en fait. On sait juste qu'elle est passée par là, mais on ne l'a pas vu arriver. Enfin bref, c'est l'idée. Oui, non, ça fait rire, mais c'est pas drôle. Ah tiens, il a fini avec ses Ketamaos, 177 occurrences dans les 210 000 articles. Là, je vais les mettre dans les thèmes, comme ça, tous les articles qui auront ce truc seront signalés. Les États-Unis et l'OTAN, avec l'aide du Forum économique, feront-ils pression en faveur d'une famine dans le Sud? Et là, quand on a un article de Michael Hudson, alors pourquoi Bill Gates apparaît en auteur? Ça, c'est pas possible. Voilà, encore, alors, on sait que Pepe Escobar est un grand fan de Michael Hudson, et tout à la fin de cette série, enfin un peu avant la fin, parce que ça s'agrandit entre temps, on va pouvoir voir la jonction des deux. Mais bon, Michael Hudson, nous on le suit depuis le début, donc ça fait 18 ans à l'aise, et il a toujours été considéré comme une personne, il faut se taire quand il parle. Attention, attention.
Donc là, il demande, la guerre contre l'Ukraine s'avère-t-elle être le prélude de quelque chose de plus vaste, impliquant une famine mondiale et une crise de change pour les pays à déficit alimentaire ou pétrolier? Alors déjà, avant de se lancer là-dedans, nous, notre petite remarque, c'est que d'après nos informations, en tout cas d'après une analyse, je ne sais pas comment la définir, analyse impassible de la situation, la famine globale était de toute façon dès le départ l'objectif stratégique de l'Occident, et c'est ça qui justifie ce qui nous apparaît être de la stupidité. Et on se dit, mais ils sont stupides, ils font n'importe quoi, ils savent pas ce qu'ils font, ils comprennent pas ce qui leur arrive, c'est quoi leur problème? Non, l'objectif est la famine qui résulte de toutes ces pseudo-erreurs qui sont commises. Et admettez que comme ça les choses sont plus claires. Mais bon, ils vont dire, ouais, c'est des conspirationnistes. Oui, mais attends, je te raconte même pas à quel point ça conspirationne. Mais bon, là, on est entre personnes sérieuses avec Michael Hudson. Et il explique qu'il est beaucoup plus probable que plus de personnes mourront de la famine et des perturbations économiques que sur le champ de bataille ukrainien. Il convient donc de se demander si ce qui est apparu comme une guerre par procuration en Ukraine fait partie d'une stratégie plus large visant à verrouiller le contrôle des États-Unis sur le commerce des paiements internationaux. Nous assistons à une prise de pouvoir financier armée de la zone dollar des États-Unis sur le Sud et l'Europe occidentale. Il faut dire que les larrons en foire, les larrons de l'histoire, c'est l'Europe. Sans le crédit en dollars des États-Unis et sa filiale, le FMI, qui fait du racket, comment les pays peuvent-ils rester à flot? Jusqu'à quel point les États-Unis vont-ils agir pour empêcher de dédollariser et de sortir de l'orbite économique américaine, sachant que tout ne tient qu'à ça, c'est leur survie qui en dépend, exactement comme les Russes le disent quand on s'approche de la frontière, c'est une question existentielle. Et bien les Américains, si on touche à leur FMI et leur FED, fameuse Fed, et leur volonté d'avoir un monopole mondial de la création monétaire, donc c'est-à-dire de pouvoir avoir droit d'obtenir toute marchandise dans le monde gratuitement en échange de rien, sinon pas cet outil qui permet de littéralement voler tout le monde, et ben du coup leur existence est mise en péril immédiatement, et donc on en est là. Et sa pensée à Michael Hudson est souvent très proche de ce qu'on pense, même si on n'a pas le même niveau. La stratégie états-unienne de la guerre froide n'est pas la seule à penser comment tirer profit de la provocation d'une famine, d'une crise du pétrole et de la balance des paiements. Le Forum économique mondial et Klaus Schwab s'inquiètent du fait que le monde est surpeuplé, du moins avec le mauvais type de personnes et la mauvaise tête, comme l'a expliqué Bill Gates notamment dans ces différentes interventions. Ça fait mal quand même, hein. Moi, la question que je pose, c'est et comment ils tirent profit d'une famine et d'une dévastation globale? Différentes hypothèses, soit dans la matière simple, ils veulent juste avoir de la place pour être tranquille, je sais pas, ils veulent tout posséder, tout avoir, que tout soit à eux, et pouvoir se promener partout dans le monde sans qu'il y ait personne, que les rues soient vides, et que tout leur appartienne, et qu'ils soient les seuls restants dans le monde. Peut-être que c'est un truc comme ça, mais ça peut être encore pire, et ça peut être bien pire même. Parce qu'à la base, entre eux, ils sont en concurrence, donc ils ont une concurrence féroce entre élites et entre super richissimes. Et ben s'il y en a un autre qui est encore plus super richissime mystique, et ben du coup ça va attiser les jalousies des trois en dessous, et donc ils sont dans une concurrence effrénée pour être le plus fort. Ça, il y a déjà ça qui est à noter, qui est important. Et puis il y a d'autres théories encore plus vastes évidemment, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que, ce qu'on prévoit nous, c'est que comment tirer profit d'une situation catastrophique et cataclysmique, c'est de faire en sorte, c'est le rêve de tous les politiciens médiocres, c'est de faire en sorte que les gens les supplient de leur venir en aide, et qu'eux ils arrivent en disant mais oui mes chers amis, je vais vous aider et voici la solution. C'est la stratégie de guerre de Gengis Khan déjà. Une stratégie de guerre qui est constamment la même partout, tout le temps. Et c'est à ce moment-là que la solution est dégainée. Voici, je vous présente le
nouvel ordre mondial, tel qu'il était prévu au départ, en tout cas un gouvernement mondial, de façon à pouvoir tout faire d'un coup. De façon c'est plus facile, comme ça c'est moins fatigant de tout faire d'un coup. Et ça c'est typiquement l'ordre unipolaire. Parce que de toute façon il n'y aura même plus de pays, il va juste contrôler tout le monde. Mais c'est important pour eux d'avoir une légitimité mondiale. Et donc je ne m'étends pas là-dessus pour l'instant. Donc tu as Gates, ici il nous explique que Gates veut une diminution de 30% de la population, tranquillement, hein, bah oui, tant qu'à faire. Je veux dire, sans se presser, hein, parce que si t'es pressé, forcément, il faut les assassiner, mais si t'es pas pressé, il suffit juste de leur demander gentiment de pas se reproduire, et en 30 ans, c'est réussi. Mais lui, il a pas 30 ans devant lui, en fait. Donc dans les pays sud-américains aussi, il y a une famine qui commence à se répandre. Il faut dire qu'elle est bien aidée par les sanctions économiques. Donc la question, lui, qui pose, c'est est-ce que cette famine mondiale est une politique délibérée? Il faut savoir que, et puis ils le savent très bien, ils l'ont bien vu, que les sanctions anti-russes ont une répercussion sur l'ensemble des pays satellites, notamment en Afrique. La question, au fond, c'est de procéder à un chantage. Êtes-vous avec nous pour ou contre nous? C'est ça la question. Donc, si tu es contre nous, bah, c'est la famine. Hein. Après, il parle des différentes modus operandi dans la stratégie médiatique. J'aime bien quand il dit l'idée qui semble si stupide rétrospectivement était que la population russe se révolterait pour protester contre le coût élevé des importations. On a vu aussi qu'ils sont quand même très imprégnés, hein, de la culture occidentale et que c'était possible. Mais bon, on a aussi vu que cette sixième colonne, cinquième et sixième colonne sont très très mal en point. En tout cas face à un Poutine qui est sûr de lui et solide. Donc il en revient là, il semble que le principal objectif était de servir de catalyseur et d'excuse pour imposer des sanctions qui perturberaient le commerce mondial de l'alimentation et de l'énergie. On a vu, alors il faudra suivre, on ne l'a pas vu en détail, mais si vous suivez le mot céréales comme thème, il y a énormément d'informations là-dessus où Poutine explique très bien en quoi il n'est pas responsable du fait que les céréales soient en pénurie, alors qu'on a une surproduction, surtout en Ukraine. Ils ont produit 70 milliards de têtes de céréales, ils ont pu en exporter que 30 ou 40. Les moyens de les exporter sont quand même grandement ouverts, ils ne sont pas bloqués par la guerre, mais quand même il y a une objective mauvaise volonté. Donc il estime qu'ils ont dû faire le calcul suivant, la Russie représente 40% du commerce mondial des céréales, 25% du marché mondial des engrais, 45% si on inclut Bélarus. Donc en les retirant du marché, ça fait augmenter les prix. Et par contre, les conséquences ont été la perte de valeur du dollar face aux autres monnaies, et donc il explique que c'est inconcevable que les conséquences de ces mesures n'aient pas été prises en compte. Et pour ça, il faut se rappeler ce qu'on a vu avant, c'est que dans les Bilderberg, les hiérarchies qui sont au-dessus ne donnent pas leurs raisons d'agir. En tout cas, ceux qui transmettent les ordres qui viennent d'en haut font ça. On peut les accuser d'être stupides, mais le vrai plan au fond, lui, il reste encore obscur. Par exemple, il explique que les conseils néolibéraux destructeurs que le FMI et la Banque mondiale ont donnés, leurs plans d'austérité ont été destructeurs au lieu d'être utiles, et par conséquent, leurs prêts ont mal tourné, forcément. Et en tant que tels, ils sont devenus odieux. Et donc le contre-plan logique, en fait, c'est quasiment du déterminisme, ils sont obligés de le faire, de la Russie et de la Chine, c'est ce qu'il explique ici, ce qu'il faut pour que la population mondiale non US et non OTAN survive, c'est un nouveau système commercial et financier mondial. L'alternative est la famine mondiale pour une grande partie du monde. Donc ils n'ont pas trop le choix. Les sanctions feront plus de victimes que les champs de bataille, c'est ce qui a déjà été dit textuellement ailleurs. Et donc le Sud est moralement justifié de faire passer ses intérêts souverains avant ceux des détenteurs de l'armement financier et commercial. Donc du coup ils sont amenés à, premièrement, rejeter les sanctions et les réorienter
leur commerce vers la Russie et la Chine, l'Inde, l'Iran, bref, l'OCS. Pour savoir comment payer ces importations, évidemment, pour l'instant, ils font appel au dollar, mais la question sera vite réglée. Il explique que, dans la conséquence, la deuxième nécessité est de déclarer un moratoire sur la dette, en fait une répudiation des dettes, comme ça se fait souvent dans ces cas-là. Il le dit, analogue à la suspension en 1931 des réparations allemandes et des dettes interalliées dues aux États-Unis. Donc c'est vrai que la répudiation des dettes peut être un moyen pour faire conserver au FMI sa stature, qui va avoir la grande sympathie d'annuler des dettes qui sont largement illégitimes en fait. Et donc dans la foulée, il va falloir faire un remplacement de la Banque mondiale et des politiques pro-américaines de dépendance commerciale et instaurer une véritable banque d'accélération économique, ainsi que par voie de conséquence autre chose que le FMI. Bref, ça s'appelle se racheter une image. Et une des craintes évidemment, c'est que les pays qui veulent se défendre contre ça se rejoignent à une alternative de l'OTAN, ce qui est un petit peu légèrement en train de se faire. On l'a vu avec l'OCS. En tout cas, c'est un partenariat de soutien sécuritaire entre les pays qui adhèrent, donc c'est pas très violent. Et il explique pour finir là-dessus que pour arriver à faire tout ça, la difficulté, ça va pas être les États-Unis, parce que de toute façon, ce n'est qu'un tigre de papier. La principale difficulté sera la conscience et la volonté économique. Et donc, c'est ce à quoi contribue le fait d'informer les gens tous les jours sur la réelle nature des choses qui nous entourent. Tiens, d'ailleurs, on avait lu là, Poutine révèle les causes de la crise alimentaire mondiale. Enfin, quand il dit révèle, on le savait, mais c'est bien qu'il le dise. Bon, en gros, vite fait, il explique oui, nous assistons à des tentatives de faire porter à la Russie la responsabilité de l'évolution du marché alimentaire mondial et des problèmes croissants qui s'y posent. Je dois dire que c'est une autre tentative de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ? Premièrement, la situation du marché alimentaire mondial ne s'est aggravée. Enfin, ça date pas d'hier qu'elle s'aggrave. Ça n'a pas commencé avec le lancement de l'opération militaire spéciale. Il y a eu déjà avant l'effet pandémie, où notamment ils n'ont rien trouvé de mieux, d'après ce qu'il explique, que de financer les entreprises en faillite. J'ai bien quand il dit apparemment les autorités financières américaines pensaient que le dollar était une monnaie mondiale et qu'il se répandrait comme d'habitude, comme les autres années, dans l'économie mondiale et qu'ils ne ressentiraient aucun des effets négatifs de leurs actions. Mais en tout cas, c'est pas ce qui a marché cette fois-ci. Et notamment, j'aime bien aussi quand il dit les gens descendent, et il y en a aux États-Unis. Le secrétaire au Trésor a récemment déclaré qu'ils avaient fait une erreur. Il s'agissait donc d'une erreur commise par les autorités financières économiques américaines, et cela n'a rien à voir avec les actions russes en Ukraine. Ça n'a aucun rapport. La deuxième raison des pénuries, et surtout pour les céréales, c'est la politique à courte vue des pays européens, et surtout la politique de la Commission européenne en matière d'énergie, notamment avec leur agenda vert, auquel ils ont donné une impulsion en voulant couper les arrivées de gaz. Bref, il explique en détail à quel point ils ont merdé. Ce qui est intéressant ici, c'est que à cette simple question, Poutine nous fait un cours magistral, ça s'appelle comme ça, sur la réalité historique et présente, géostratégique, etc. et économique. Tout est interconnecté. Dès que les prix des engrais ont commencé à augmenter, de nombreuses entreprises, y compris les pays européens, sont devenues non rentables et ont commencé à fermer leurs portes. Les quantités d'engrais sur le marché mondial ont chuté, les prix ont grimpé en flèche, et sans grande surprise, ou en tout cas à la surprise de nombreux politiciens américains, c'est ce qui s'est passé. Et eux, ils les avaient prévenus que c'est ce qui se passerait. Mais mine de rien, ils ont quand même pris des mesures qui n'ont fait qu'aggraver la situation dans le secteur alimentaire et de la production des engrais. Il rappelle à propos, tiens, au fait, nous, on est quand même 25% du marché mondial des engrais,
Et avec la Biélorussie, ça représente 45% du marché mondial des engrais potassiques. Et ça, c'est très important. Et donc, parce que le rendement des cultures dépend des quantités d'engrais apportés au sol. Donc voilà, il explique une chose en entraînant une autre. Nos partenaires eux-mêmes ont commis une multitude d'erreurs et ils cherchent maintenant un coupable. Bien sûr, la Russie est le candidat approprié. Ah oui, c'est là qu'il explique que on accuse aussi la Russie d'empêcher les céréales de circuler. Là encore, il se défend. Donc déjà, intéressant. Le monde produit 800 millions de tonnes de céréales. L'Ukraine en produit 20, ce qui représente 2,5%. Bon, il faut dire que cette année, en réalité, on a produit 70, ce qui était une année record absolue. Mais bon, quand même, c'est un petit pourcentage. En tout cas, 20, c'est ce qui peut être exporté. Parce qu'il faut aussi qu'ils en mangent un peu. Et là, il explique, enfin, il est vraiment connaisseur de sa question. Il explique tous les moyens qu'il y a d'exporter le céréales ukrainien par les différentes voies, notamment par bateau, donc en passant par la mer Noire. Donc il explique que ça, il les laisse passer bien volontiers. Il dit notamment, j'ai dit à nos collègues à de nombreuses reprises, laissez-les déminer les ports, parce qu'il faut dire que l'Ukraine a envoyé des mines sur mer, et ces mines en fait sont baladées n'importe où, on en retrouve même en Turquie. Il dit laissez-les déminer les ports et laissez-les partir les navires chargés de céréales, nous garantirons leur passage pacifique vers les eaux internationales sans aucun problème. Il n'y a aucun problème, allez-y. Donc il est prêt à coopérer pour ça. Et il précise même qu'ils n'utiliseront pas le processus de déminage pour lancer une attaque, etc. Donc c'est bien. Il y a d'autre part, en passant par le port d'Azov, là il est prêt à assurer une sortie sans problème des ports. Il y a via le Danube et la Roumanie, ce sont les fleuves. Et enfin, par camion via la Hongrie ou la Pologne. Et finalement, même le plus simple, c'est de passer par la Biélorussie, parce que là, il peut expédier instantanément vers les ports de la Baltique et plus loin, vers n'importe quel endroit du monde. Donc il connaît bien son sujet, quand même. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir de la mauvaise volonté ou quoi que ce soit. Ça, c'était donc sur le plan des céréales. L'épisode suivant, et là, c'est un super gros épisode qui nous attend, enfin super gros. Encore du Alastair Crooke, mais c'est un article qui, aujourd'hui encore, ce 12 au moins juin, celui-là, on l'a publié le 7, il est toujours publié sur différentes plateformes alternatives, sur les alt médias, il est donc très, très vu cet article. Et ça va très particulièrement concerner notre sujet d'intérêt, on verra ça après la pub.